Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Ajaccio. Au programme, les menaces qui pèsent sur notre vie et notre identité numérique. Face aux enjeux commerciaux, aux manipulations dont le citoyen peut être victime, les réglementations qui s'ébauchent peuvent-elles garantir notre protection numérique? Toujours plus fliquée, c'est maintenant dans Agora. Eh bien, nous nous retrouvons dans un café du quartier du Trottel et comme à l'accoutumée, je vais distribuer des téléphones portables de manière à ce que vous ayez la possibilité de filmer nos échanges. Merci mademoiselle. Ces images vont être utilisées dans le montage final de l'émission. Et je rejoins donc mes invités. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, parfait. Alors, vous l'avez compris, nous sommes réunis pour parler de cette ère peut-être du flicage dans nos usages digitaux. Et j'aimerais faire un petit tour de table rapide pour prendre la température. Peut-être en commençant par vous, Dominique Siatch, vous êtes cofondateur de l'éditeur d'applications en ligne Good Barber et de l'espace de coworking Campusplex à Ajaccio. Alors certes, vous développez des applications en ligne, mais le citoyen que vous êtes, est-il soucieux, voire inquiet de l'utilisation des données personnelles qu'il laisse derrière lui lorsqu'il surfe sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Soucieux, je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, dès que vous vous connectez à Internet, ça peut même vouloir dire prendre votre téléphone à la main, vous commencez à laisser des traces. Et ces traces, suivant comment elles vont être réinterprétées, réutilisées, elles peuvent permettre de vous identifier. Ça vous inquiète pas outre mesure? Ça dépend de la confiance qu'on va faire au service auquel on se connecte. C'est là toute la question. Effectivement, un point de vue d'expert, il peut peut-être amener à apporter plus ou moins de confiance aux différents acteurs. Alors et vous, Jérémy Néroux, vous êtes cofondateur et président d'Icar Technologies, start-up qui est basée à Ajaccio et donc qui développe une entreprise de bagues connectées. Est-ce que vous vous sentez fliqué dans vos usages quotidiens sur les supports digitaux? On va dire que je fais en sorte de l'être le moins possible, mais évidemment... Vous avez des techniques? Quelques-unes, oui, pour éviter tout ça. Mais je ne fais que diminuer mes traces, comme l'a dit Dominique, parce que dans tous les cas, on va laisser des traces. Et il faut juste être conscient de ce qu'on fait, à qui est-ce qu'on donne des infos sur nous. Et on a une identité numérique, justement, qu'il faut préserver. Alors, juste une petite info, je suis tombé sur une enquête de l'agence Associated Press qui indiquait en août 2018 que Google, par exemple, continuait de conserver la position géographique de ses utilisateurs, même quand ces derniers avaient clairement signifié ne pas vouloir être traqués. En fait, il vous coupe juste le retour d'infos, ça fait que vous avez l'impression que le service est désactivé, mais il continue à archiver. Pour de bonnes raisons, pour améliorer votre expérience, pour mieux connaître la ville dans laquelle vous vous baladez, pour vous proposer des services plus poussés derrière. Mais le résultat, c'est que on va savoir qu'une personne qui a tel âge, qui est habillée de telle manière, qui a telle caractéristique physique, est entrée dans tel magasin à telle heure, ce genre de choses. Très bien. Aude Perdriel-Vessière, qui est à vos côtés, vous êtes consultante digitale et associée à la start-up Reveal Content. Vous avez une longue expérience dans le domaine de la publicité digitale. Alors évidemment, je vais être un peu taquin. Vous, de votre côté, dans vos usages quotidiens, vous n'êtes pas un peu agacé par tous ces bandeaux, ces vidéos publicitaires qui inondent votre écran comme les nôtres? Alors je l'ai été il y a une dizaine d'années et depuis quelques années maintenant, les éditeurs font beaucoup d'efforts pour éviter d'être moins sympa de Noël que ce qu'on a pu l'être ces derniers temps. C'est vrai, moi j'ai l'impression d'avoir jamais vu autant de publicité sur mon écran. Pour en acheter, il y en a moins. mais non, je pense que c'est un business model de gratuité versus de la publicité. Donc si on veut du contenu gratuit, il faut bien qu'il soit financé d'une façon ou d'une autre, et la publicité est l'essentiel du business model de l'information gratuite. Alors la publicité, ça fonctionne plutôt bien, évidemment, mais on voit que parfois quand même l'utilisateur exprime une certaine forme de défiance. Je suis tombé sur un baromètre un peu des nouvelles tendances de consommation qui a été publié en mars 2018 par le cabinet de conseil Wavestone. 58% des consommateurs effectuent un achat sur Internet au moins une fois par mois. Bon, très bien. Pourtant, la vente en ligne continue de susciter leur méfiance puisque 43% des acheteurs craignent pour la sécurité de leur paiement et 40% pour la protection de leurs données personnelles. Y a-t-il pas une forme de paradoxe à promouvoir des marques, susciter des envies chez le consommateur dans un environnement numérique dont il se méfie manifestement ?
Alors, est-ce qu'on parle de moyens de paiement ou est-ce qu'on parle de notoriété de la marque? Parce que c'est pas tout à fait... Notoriété de la marque, notamment. Alors, je ne suis pas sûre que le digital est un moyen très très important dans la construction d'une notoriété de marque. Aujourd'hui, c'est le premier levier de communication, enfin de publicité devant la télé maintenant. Donc c'est quelque chose qui personnalise en fait la marque avec son consommateur. Après, en ce qui concerne les moyens de paiement, évidemment, beaucoup sont sécurisés. Enfin, 100% aujourd'hui des e-commerçants sont sécurisés. Il n'y a pas de risque zéro, comme on dit aujourd'hui, mais il y a assez peu de risques à aujourd'hui mettre une carte bleue chez un Amazon ou chez La Redoute ou tout ce qui est sécurisé avec des outils comme Fiat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement, là, cette publicité, ce marketing digital, et notamment savoir comment sont prélevées les données qui permettent aux entreprises de viser de manière toujours plus précise les consommateurs potentiels? Alors ça va dépendre si on parle d'acteurs comme Google ou Facebook ou si on va parler d'éditeurs classiques comme Le Monde, l'Express, enfin des journaux qui vivent, eux, de publicité digitale. Dans le cadre de Google et Facebook, c'est un peu ce que disait Jérémy tout à l'heure, on est logué et donc du coup on va laisser volontairement, entre guillemets, c'est un contrat qu'on va passer avec Google et Facebook sur l'intégralité de ce qu'on fait dans leur réseau. Donc sera pris en compte un like, sera pris en compte les contenus qui seront regardés, sera pris en compte l'âge, enfin tout ce qu'on a pu renseigner dans le profil et les interactions qu'on peut avoir avec les différentes communautés. En revanche, si chez un éditeur classique, il y a très peu finalement de logs, on ne vous demande pas de vous loguer pour avoir du contenu. Et à ce moment-là, ce qui est collecté, c'est essentiellement l'adresse IP qui rentre en jeu dans les outils de diffusion de la publicité. Jérémy Néroux, la collecte de l'adresse IP, ça en dit quand même beaucoup sur l'utilisateur, ça ne vous dérange pas? L'adresse IP, c'est un peu votre identité temporaire au moment où vous connectez sur Internet. Et c'est un lien vers votre vraie personne, enfin, parce qu'on peut distinguer le citoyen qu'on va être sur le digital et le citoyen dans la société Sont physique. d'ailleurs désormais si différents. Hein. Mais justement, il y a quelques points de connexion entre les deux et il faut faire attention à tous ces points-là. Par rapport à l'adresse IP, effectivement, ça permet de remonter un peu jusqu'à vous, de remonter notamment jusqu'à votre point de connexion, donc à savoir que vous êtes connecté à Ajaccio dans tel bar, par exemple, en Wi-Fi ou à telle antenne GSM. Donc quelque part un peu à votre géolocalisation aussi, mais c'est pas exclusif. C'est-à-dire que l'adresse email, par exemple, permet de récolter beaucoup plus de données sur vous que votre adresse IP. Votre adresse email, vous la mettez sur votre téléphone quand vous le démarrez et que vous identifiez sur Android. Une obligation. Et voilà, le téléphone, on va l'utiliser avec Android ou avec Apple. Donc dans les deux cas, on a notre compte qui est configuré. Et derrière, il y a tout un tas de choses qui vont être archivées. Et en fait, les éditeurs utilisent en quelque sorte un peu la publicité pour se financer. Et Google, derrière, va leur vendre des infos en disant, voilà, si vous voulez cibler tel type de personnes, nous, on sait qui sont ces personnes-là, donc voilà, payez-nous tant et on va balancer votre publicité chez eux. Sauf que, en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'au plus on fait ça, au plus ces fameuses personnes vont donner de l'info à Google. Et donc, Google les connaît de mieux en mieux. Enfin, Google ou Apple ou un autre. Hein. Et donc, ils perfectionnent leur système, quoi. Dominique Schiacci, je reviens à ces chiffres-là que je donnais, 43% d'acheteurs qui craignent pour la sécurité de leur paiement, 40% pour la protection de leurs données personnelles. Est-ce que ça n'interpelle pas un peu le chef d'entreprise qui héberge des sites web, les sites web de vos clients? Est-ce que vous offrez des garanties suffisantes aujourd'hui dans ce domaine? Garantie suffisante, c'est pas forcément à nous d'en juger. Vous n'êtes qu'un hébergeur. Si vous voulez, effectivement, les chiffres que vous annoncez, ils montrent une défiance peut-être des utilisateurs, une défiance par défaut, et quelque part c'est peut-être ça, que les utilisateurs d'Internet, par défaut, n'accordent pas leur confiance à n'importe quel e-commerçant ou n'importe quelle société qui va éditer un service en ligne. Nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est que les chiffres montrent que il y a de plus en plus de confiance, il y a de plus en plus d'achats qui se font sur Internet, il y a de plus en plus d'utilisateurs réguliers du e-commerce. Ça paraît clairement. Facebook, aujourd'hui, c'est peut-être un très bon exemple. Virtuellement tout le monde est sur Facebook.
ou sur Twitter ou sur LinkedIn. Sur les réseaux sociaux en général. Qu'ils le veuillent ou non. Exactement. Oui, donc les gens, les utilisateurs d'Internet, on est tous utilisateurs d'Internet, commencent à comprendre mieux à qui il faut faire confiance, à qui il ne faut pas faire confiance et ce qu'on peut partager. En tout cas, c'est vers ça qu'il faut Si aller. vous êtes d'accord, on va aller vérifier dans le public si justement les gens ont eu cette prise de conscience ou l'usage qu'ils font éventuellement Alors, je ne sais pas, monsieur, peut-être, je vous voyais écouter attentivement. Est-ce que vous avez peut-être une question ou est-ce que vous voulez partager aussi votre propre expérience par rapport à cette identité numérique que nous avons évoquée depuis tout à l'heure? Après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a... Alors, présentez-vous. Pierre-André. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fuites, je dirais, au niveau des données personnelles. Moi, je me rends compte au quotidien parce que tout ce que je regarde, la moindre publicité, c'est vraiment quelque chose qui me va comme un gant. C'est-à-dire, c'est dans certains domaines que je regarde les caméras, les trucs, c'est toujours la dernière, c'est toujours la marque que j'aime, c'est toujours le... Donc après, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Après, mais c'est très intéressant. Des fois, ça me sert, mais des fois, c'est vrai que c'est un peu pénible. Il y a un côté même un peu angoissant, peut-être même un peu intrusif. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de ce phénomène qu'on a tous vérifié? Il suffit qu'on s'intéresse à un sujet, immédiatement, la publicité qui va bien arrive. On est clairement, je ne sais pas si on est traqué, oui, peut-être, écouté, peut-être, je ne sais pas. Le sujet qui est derrière, c'est la question de vie privée. Parce que, voilà, il y en a qui vont trouver que c'est pas un inconvénient, que c'est pas un problème, que j'ai de la publicité ciblée. Ils vont dire qu'au contraire, au moins, c'est pas la publicité qui sert à rien et qui pollue mon écran. Sauf que toutes ces données qui sont récoltées, il y en a qu'une toute petite partie qui part pour la publicité et qui va être vendue là-dedans. Il y a plein d'autres usages. Notamment, il y a au niveau des... de l'intelligence artificielle, on va pouvoir éduquer l'intelligence grâce à ces données et on va pouvoir développer plein de nouveaux services. Et c'est d'autres usages qui, quand ils sont faits sans l'accord du propriétaire des données, ça peut poser problème. Et en fait, la question derrière, c'est la protection des données. À qui appartiennent ces données et toutes les traces qu'on laisse. Alors, je pense que ce qui a essayé de corriger la loi RGPD, c'est ça, c'est-à-dire savoir ce qu'on fait de ma donnée, où elle est stockée, et est-ce que la personne qui collecte ma donnée a vraiment besoin de toutes ces données-là. Ce que dit la loi, c'est qu'on doit donner maintenant un consentement libre et éclairé pour pouvoir collecter de la donnée, que si on n'a pas envie d'être traqué, on peut ne pas l'être traqué et on ne peut pas faire un délit de service dans le cadre de si je dis non au fait d'être traqué ou pas. Et après, on doit pouvoir collecter uniquement les données qui m'intéressent. C'est-à-dire que si je suis exposé à une publicité de caméra, comme le disait monsieur, ça, c'est une donnée qui m'intéresse et je vais pouvoir réexposer à la même caméra ou une caméra supérieure chez un e-commerçant. En revanche, prendre l'intégralité de la navigation, l'intégralité de la géolocalisation, faire du matching avec des adresses mail, si je le fais, il faut que j'ai une finalité qui soit claire. Je n'ai pas le droit de faire comme un grand chalut, c'est-à-dire je prends tout et puis après je fais le tri. Ouais. Et ça, c'est ce vers quoi va RGPD et c'est quelque chose de plutôt sain et pour le consommateur et pour même les gens qui utilisent de la donnée pour faire du ciblage publicitaire. Alors, juste une rapide parenthèse, parce qu'effectivement, vous avez dit RGPD, réglementation européenne, qui est censée donc favoriser la protection des données, vous l'avez dit. Il faut du consentement. Les gens qui ne respecteraient pas les règles que vous nous avez rappelées, il y a des sanctions financières importantes. Ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial annuel d'une entreprise, 20 millions d'euros. Dominique Siat, vous, justement, cette réglementation, vous pensez que concrètement, elle peut changer la donne? On est plus dans l'affichage de très beaux principes. Sans doute était-il temps d'établir ces principes, mais est-ce que vraiment ça va changer la donne? Moi, je pense que dans l'intention, c'est sain. Vous l'avez dit, on va vers quelque chose qui est peut-être plus transparent, qui cherche à expliciter ou en tout cas à informer le consommateur ou l'utilisateur qu'il y a des données qui sont collectées et qu'elles sont collectées dans un but précis. Après, je pense que ça a le défaut de toutes les réglementations qui essayent de s'attaquer au domaine de la technologie et du numérique, qui est que ça se contredit parfois. On parlait tout à l'heure d'adresse IP. Dans le cadre légal français, un éditeur, un hébergeur, il est tenu légalement de conserver ses données. Alors, il n'a pas forcément le droit de les réexploiter, mais ça, après, il faudra aller le prouver.
au-delà de ça, moi je pense que dans le domaine du numérique, dans le domaine de la technologie, ça évolue tellement rapidement, si vous voulez, qu'une réglementation comme celle-là, je pense qu'il y a des acteurs qui sont déjà en train de voir comment ils peuvent... Précision, Dominique Schiacci, parce que justement, les clients, vos clients, les entreprises que vous hébergez, est-ce que, justement, elles se dotent d'outils qui permettent d'obtenir de l'utilisateur davantage que ce qu'il est venu faire sur leur site? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Alors oui, c'est en particulier dans le domaine de la publicité où on est sollicité par nos clients pour venir intégrer des solutions techniques externes à nos outils qui vont être diffusés soit sur les sites, soit sur les applis mobiles et qui ont pour but de venir collecter de la donnée derrière pour pouvoir la réexploiter, comme vous l'expliquiez très bien. Moi, je crois que à la rigueur, si on peut retenir quelque chose de positif de la mise en application du RGPD, c'est qu'on a vu sur les 10 dernières années une explosion de ces outils-là. Ça a évolué à un rythme vraiment exponentiel. On a démarré avec quelque chose de très basique où c'était simplement du display pour collecter énormément de données, voire des données qui avaient a priori pas de sens. Dans cet univers général là, qu'on est en train de décrire depuis le début de l'émission, moi j'aimerais bien que Jérémy nous parle plus précisément du projet, de l'entreprise phare qui est la sienne, qui est de cette fameuse bague connectée d'ailleurs que je vois porter au doigt, une bague qui s'appelle Aeclis. Moi j'aimerais bien, alors Aeclis, c'est à la fois carte bancaire, trousseau de clés. Alors j'imagine quand même que la protection de ces données potentiellement hyper confidentielles sont vraiment au cœur de votre projet de création. Tout à fait, c'est un sujet qui est très très important pour nous. En fait, cette bague, vous imaginez qu'elle va pouvoir remplacer notre trousseau de clés, comme vous l'avez dit, notre portefeuille, notre carte bancaire. Et forcément, ça va être potentiellement une cible. Parce que d'un côté, elle va nous donner plein de portes d'accès, et de l'autre, elle va aussi potentiellement pouvoir récolter des données. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement, avec un produit comme celui-ci, savoir que vous avez ouvert votre porte à 8h09. Concrètement. Exactement. Et en fait, nous, on a été on a dû très rapidement prendre parti et dire qu'on allait se placer de telle ou telle manière par rapport à ces questions de la gestion des données. Et donc, dès le début, dans notre développement technique, on a dit que le composant principal qui était à l'intérieur devait être extrêmement sécurisé. Donc on a embarqué ce qu'on appelle un Secure Element, c'est une sorte de coffre-fort numérique, et on a pris un composant qui est certifié EL6+ par l'ANSSI. Ça ne vous parle pas du tout. Ça ne vous parle pas. Une carte SIM, pour info, c'est certifié EL3+. Une carte bancaire, c'est certifié EL4. À partir de 5, vous êtes dans le médical ou le militaire, et 6, donc nous on est en 6+, le maximum c'est 7. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est largement surdimensionné par rapport à l'emport d'une carte bancaire, mais derrière, on va pouvoir ajouter d'autres choses. Donc, évidemment, toutes ces données sont cryptées. Elles sont cryptées dans le stockage, mais aussi dans la communication. Et le propriétaire de la bague est propriétaire de ces données. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune visibilité sur tout ça. D'accord. Alors, moi, je voulais vous amener, évidemment, à l'un des éléments qui a marqué l'année 2018. C'est le fameux scandale Cambridge Analytica, du nom de cette société d'influence politique qui a aspiré les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, et donc un scandale qui met en relief l'enjeu des données personnelles. J'ai souhaité interroger en fait une spécialiste de la protection des données. Il s'agit de Roxane Silberman. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS et conseillère scientifique du Centre d'accès sécurisé aux données confidentielles français, excusez du peu, et ce pour les données de la statistique publique. Je lui ai demandé si le scandale Cambridge Analytica, dont le point de départ repose sur l'utilisation frauduleuse d'un questionnaire psychologique, révèle des failles au niveau, pour des opérateurs mal intentionnés. Je ne veux pas que la porosité ne puisse exister entre les opérateurs économiques et la recherche, ce qui se passe dans le domaine de la santé, notamment de l'industrie pharmaceutique, où les enjeux économiques sont très importants, et on le voit bien depuis un certain temps. Il est évident que plus la donnée a une valeur économique, plus la porosité, la mobilité peut exister, surtout dans un contexte de baisse des financements de
de la recherche et de difficultés d'accès à des données utiles à la recherche. Mais c'est surtout qu'avec les détenteurs privés de ces données, d'une part, on est loin d'un respect du respect de la réglementation concernant les données personnelles, et d'autre part, aucune procédure d'évaluation et d'accréditation par les pairs n'est en place chez ces opérateurs qui permettent de différencier ce qui relève de la recherche et ce qui n'en relève pas. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Pourquoi moi ? On est protégé. Ces données sont bien protégées. Clairement, dans le cadre de Cambridge Analytica, non. Mais parce que Facebook a été construit comme ça. C'est-à-dire que Facebook n'a jamais produit son propre contenu. Il est une espèce de réceptacle immense à l'intégration, à du contenu généré par les utilisateurs. Et pour pouvoir avoir une augmentation importante de son reach, de son audience, ils ont mis à disposition des bouts de code qui permettaient justement de se servir du login de Facebook, de pouvoir créer des jeux très addictifs sur Facebook. Et c'est ce qui a vraiment fait la puissance et la force de Facebook au début. C'est tous les développeurs qui se sont emparés en fait de ces bouts de code de Facebook de façon totalement libre et qui ont créé leurs propres jeux, leurs propres sondages, etc., etc. Il se trouve que derrière c'était une passoire, c'est-à-dire que la réplication parce qu'en fait il n'y a que 300 ou 350 000 questionnaires qui ont été envoyés par Cambridge Analytica, mais par le jeu de c'est le pote de mon pote de mon pote de mon pote, on arrive à 87 millions. Et c'est là effectivement que c'est dangereux, parce que les 350 000 ont donné leur accord, mais les 87 millions, enfin les 86,7 millions d'autres n'ont pas donné leur accord pour pouvoir rentrer dans ce système d'algorithme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec le risque de profiler les gens de façon très très loin et très très fine, avec pour ambition clairement le vote politique derrière. L'ampleur de ce scandale vous a surpris, Dominique Siach ? L'ampleur du scandale, elle est probablement proportionnelle à l'ampleur du nombre de gens qui sont connectés sur Facebook aujourd'hui. Donc à un moment donné, on le disait, tout système est faillible. Alors peut-être qu'ils n'ont pas fait leur boulot correctement au départ pour sécuriser ou pour prévoir ces systèmes qui pouvaient en cascade impacter beaucoup d'utilisateurs. Mais je pense que voilà, maintenant il faut s'habituer aussi au fait qu'on raisonne en milliards d'utilisateurs, que ce soit à l'échelle de Facebook, à l'échelle de Google, à l'échelle d'Amazon. Donc dès qu'il y a une faille, si elle est exploitée sur des ordres de grandeur qui sont très très importants. Ouais. Jérémy, moi je suis sûr qu'il y a aussi un élément que vous avez noté au détour de ce scandale, parce qu'on se rend compte que l'enjeu n'est pas seulement commercial. Le flicage, pour reprendre le titre de notre émission, c'est pas forcément le seul fait des entreprises. Les équipes politiques, voire les États peuvent être intéressés à toujours mieux connaître leurs citoyens, et pas forcément pour les meilleures raisons, non ? La raison la plus simple et la plus évidente, évidemment, c'est une élection. Il était question de l'élection américaine, présidentielle notamment. Voilà, mais c'est pas exclusif, c'est-à-dire que derrière, on peut connaître en détail les utilisateurs, on va pouvoir connaître certes leur opinion politique, mais aussi leurs habitudes, leur cercle d'amis, leurs relations. On peut savoir à quelle heure, combien de temps vous passez devant votre télé, on peut savoir beaucoup de choses. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave. Moi, j'envoie cette donnée. Moi, je trouve ça assez gênant personnellement, mais bon. Voilà. Moi, je pense, là c'est à titre personnel, et chacun doit avoir son avis sur la question, et il doit pouvoir défendre son avis, c'est important. Et je pense que on doit donner ces données, évidemment, pour pouvoir bénéficier de certains services, mais il ne faut pas les donner à n'importe qui. Donc il faut bien contrôler tout ça. Et surtout, il faut maintenir sa vie privée. Mais d'accord, mais comment le simple citoyen peut être sûr à qui il donne ces fameuses informations ? Mais vous imaginez qu'on a un droit à la vie privée dans le physique, dans la société, et sur Internet, il n'y a aucun droit à la vie privée. Oui, c'est bien ça le problème. Voilà, il n'y a pas de droit à la vie privée. Et d'ailleurs, je pense que ça sera le sujet dans les prochaines années. Il pourrait très bien avoir une sorte de... Je ne sais pas moi, comme une constitution, des nouveaux articles de loi qui vous donnent un droit à la vie privée sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout à ce propos. C'est-à-dire que c'est selon votre bon vouloir, si vous êtes bien méfié et si l'autre en face respecte bien les règles qu'on met en place. Mais... Allez, le droit à la vie privée, on va aller vérifier dans le public si effectivement on se sent bien respecté. Peut-être madame, je ne sais pas.
hein, dans vos usages. Alors, présentez-vous. Bonjour Nathalie, Oui. enseignante. Alors, est-ce que vous vous sentez effectivement tout à fait protégé au niveau de votre identité lorsque vous vous promenez sur les réseaux sociaux ou Non, visitez des sites internet? Non, pas du Quel est tout. votre sentiment? Non, je me sens pas protégée. Après, il faut faire attention à ce que l'on met sur les réseaux sociaux, justement. Ne pas étaler sa vie privée. C'est quelque chose auquel vous êtes attentive? Je fais attention, oui. Après, on s'en sert surtout pour les commerces. Parce que c'est un outil gratuit, finalement, et dans la Vous êtes communication. commerçante? Oui, comment aussi. l'utilisez-vous? Alors, Fille ouais. de commerçante. Donc, on s'en sert en communication, puisque c'est gratuit de toute façon, et que c'est un excellent outil de communication. Mais après, en ce qui concerne le privé, il faut faire très attention, surtout aux enfants. Vous êtes rassuré par tout ce que vous entendez depuis le début? Pas trop. Vous n'êtes pas rassurant, je suis désolé. En plus, alors, moi, peut-être avez-vous une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit par madame? La succession en fait des piratages de données, Cambridge Analytica fait beaucoup de mal Oui. à Facebook et plus généralement à Internet. Après, il faut vraiment différencier les données qu'on va capter dans les réseaux, sur les réseaux sociaux et les données qui sont juste des données de navigation. La donnée de navigation, c'est pas une donnée, c'est une donnée personnelle parce que la CNIL considère l'adresse IP comme une donnée personnelle, mais c'est pas quelque chose d'aussi intrusif que ce qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux. Il faut bien voir, dans le marché publicitaire, aujourd'hui, vous avez un gâteau d'à peu près 3,5 milliards d'euros par an. Sur ces 3,5 milliards d'euros par an, il y a 70% qui sont mis chez Google et chez Facebook, et 30% c'est le reste. Donc, et dedans, vous allez trouver, ça va de France Télévisions jusqu'à tous les éditeurs, Bayard Presse, enfin tous les gens qui vivent de la publicité. Et clairement, les éditeurs aujourd'hui, c'est compliqué pour eux, le business de l'information. Et donc du coup, quelque part, le fait de mettre des barrières importantes, c'est bien pour que n'importe qui puisse dire je vais être traqué ou je ne vais pas être traqué, mais le risque, c'est que ça tue le business des éditeurs. Ouais. Ah, si, vraiment. Parce que depuis la mise en place de RGPD, certains éditeurs ont perdu 30% de leur audience. Parce que les gens ont cliqué non, je ne veux pas être traqué. Si je ne veux pas être traqué, je ne peux pas diffuser de publicité. Je ne veux pas être traqué, d'accord, mais enfin, le problème du consentement, on n'en a d'ailleurs pas parlé, c'est que pour accéder à n'importe quel site, on est obligé d'être d'accord. Non, Donc, enfin, non, la mise en place de RGPD vous dit est-ce que vous êtes consentant ou pas. Si vous n'êtes je sais pas, moi je passe mon temps à autoriser pour avoir accès à des parce sites. que vous ne lisez pas bien, Sébastien. C'est peut-être ça, effectivement, parce que c'est plein, effectivement. Alors, les bannières ont changé, c'est plus la petite bannière en haut maintenant, c'est vraiment un gros pavé à l'entrée. Et si vous voulez dire je suis d'accord, par exemple, pour qu'on me traque en termes de visites, parce que c'est important pour un site qui puisse comptabiliser les visites, mais je veux ne pas recevoir de publicité, vous êtes tout à fait libre de le faire aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un vrai risque, et c'est un vrai risque économique, il faut en avoir conscience. Et dans un monde de fake news, personnellement, je préfère donner ma donnée à des journalistes pour qu'ils continuent à faire leur travail, plutôt qu'à Google. Je ne saurais vous donner tort, Jérémy. Je pense qu'il faut, je suis désolé, mais je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de la publicité sur Internet sans pour autant, je sais pas, pour vous vendre un téléphone, j'ai pas besoin de connaître vos orientations politiques ou sexuelles. Et donc, il faut que tout soit bien mesuré. Aujourd'hui, on ramasse la donnée, on ramasse. Évidemment, les gros, au plus ils sont à la source, on va dire, au plus ils en récoltent et après ils revendent un tout petit peu. Mais il faut bien prendre conscience de tout ça. Je vais vous demander de faire peut-être un peu d'anticipation. Allez, Dominique Siacci, de quoi est fait selon vous notre avenir en matière d'utilisation de nos données? Ce qu'il faut se dire, c'est que la technologie évolue d'une façon qui permet, alors avec l'intelligence artificielle, avec l'augmentation des puissances de calcul, qui permet de plus en plus de traitement automatique des données. Donc moi, je pars du principe que si c'est possible, ça aura lieu. Voilà, ça c'est un peu d'anticipation, très rapidement, absolument certain. Quelques secondes. Oui, l'intelligence artificielle, après je pense qu'il y a un vrai risque. Pourtant, on en utilise, nous, dans la pub, des algos qui nous permettent de mieux cibler les gens. Mais il y a un moment donné, il ne faut pas être esclave de l'IA, mais il faut avoir la main sur l'intelligence artificielle. Jérémy, pas prisonnier de l'IA, l'intelligence artificielle? Je pense qu'on n'en est qu'aux prémices, c'est-à-dire que les questions qu'on commence à se poser par rapport aux quelques données qu'on éparpille sur des réseaux sociaux, c'est les prémices. Imaginez que dans 10 ans, il y aura des caméras, par exemple, potentiellement partout, parce qu'un véhicule va disposer d'une quinzaine de caméras autour de lui.
pour se repérer. Mais ce véhicule va pouvoir savoir si vous êtes garé devant chez vous, alors que vous ne connaissez même pas l'autre véhicule. Il va pouvoir repérer où est-ce que vous vous êtes déplacé, pourquoi est-ce que vous avez ouvert cette porte, etc. Et là, je ne parle que des caméras. Il y a plein d'autres choses. Ça existe déjà. Voilà. Et voilà, là, en fait, vous me fournissez une excellente conclusion, c'est que eh bien, cette anticipation, ça y est, on est déjà peut-être en train de la vivre. En tout cas, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Agora. Et en attendant, je ne saurais jamais trop vous engager pour combattre les a priori, de privilégier toujours le débat.